on ne voulait pas faire de distinction entre le front et le back. C'est important pour nous que tout le monde soit tourné vers le client et tout le monde partage cette même culture client. Vous êtes dans des moments de vie très compliqués. Et donc, ça demande de former les collaborateurs en fait, à la gestion des émotions. Et c'est cette intelligence émotionnelle qui est la plus intéressante. Pas une mesure pour une mesure, mais ça permet de mettre un point de départ. Ça permet de factualiser et ça permet d'aligner tout le monde en fait. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture entreprise forte et succès business. Et alors, pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside, c'est un podcast, mais c'est aussi un label qui distingue des entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses, comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors, si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et d'ici là, bonne écoute. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Vincent. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui chez Apicil. On va parler de plein de choses, de culture client aussi, mais justement, il y a une chose que j'ai retenue de la première fois qu'on a échangé pour préparer cet épisode. Tu m'as dit qu'une partie de ton travail, c'était de faire pousser des antennes clients à l'ensemble des collaborateurs d'Apicil. Et donc du coup, j'ai envie de commencer cet épisode en te demandant qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que tu réussis à provoquer une telle mutation chez les gens. Alors pour commencer, c'est une belle question. Alors oui, mon travail consiste à renforcer la culture client au sein du groupe. Donc le groupe Apicil, c'est le 3e groupe de protection sociale en France et il est composé de 19 entités. Aujourd'hui, il s'est construit au fur et à mesure du temps, donc ça veut dire que ces entités ont des cultures différentes et ont des tailles différentes et des activités différentes. On intervient sur 3 secteurs d'activité: santé, prévoyance, épargne retraite, services financiers. Et la dernière née, les services au sens large. Et donc dans ces entités, il y a des entités qui ont moins de 10 collaborateurs et d'autres qui en ont plus de 800. Donc ça donne une culture très hétérogène. Et on est persuadé dans le groupe Apicil que la différenciation se fait par le service client, par la satisfaction de clients. D'ailleurs, notre raison d'être, qui est inscrit dans les statuts de notre entreprise, c'est soutenir toutes les vies, toute la vie. Et donc ça, c'est la raison d'être. La promesse client par une relation proche et attentionnée. Donc mon job à moi, c'est de faire en sorte que dans toutes les entités, quelle que soit l'entité par laquelle le client entre, il ressente cette relation proche et attentionnée. Et donc, pour que cette relation proche et attentionnée puisse exister partout dans le groupe, il faut que tous les collaborateurs adoptent les bons comportements, les bonnes attitudes pour faire vivre la meilleure expérience possible aux clients. Alors, tu nous en as déjà dit un peu, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent peut-être pas Apicil et toutes ces entités, est-ce que tu peux très rapidement te présenter et nous donner un panorama de ce que c'est Apicil? Tu nous as déjà parlé de ces activités. Oui, alors moi je suis Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy, je m'occupe donc de la direction de l'expérience client. Donc c'est une direction qui est en transverse sur l'ensemble des 19 entités que compose le groupe. Et c'est une direction qu'on appelle d'orientation stratégique. Donc ça veut dire qu'on est là pour impulser, insuffler les guidelines aux différentes entités et ensuite piloter, contrôler le fait que ça soit mis en œuvre. Mais ça veut dire qu'on n'opère pas du tout la relation client. La relation client, elle est vraiment opérée directement par les 19 entités qui ont chacune leur propre direction de relation client. Et puis, comme vous le savez, l'expérience client dépasse largement les services de relation client puisqu'ils sont là l'expérience est là tout au long de la chaîne. Exactement. Et donc oui, comme je vous le disais, on a 4 domaines d'activité stratégiques. Santé prévoyance, là on va trouver plutôt des entités qui sont tournées vers les mutuelles, vers tout ce qui protège la personne dans sa santé, et sa prévoyance. Ensuite, un DAS, un domaine d'activité stratégique tourné services financiers, épargne. Là, on va trouver des entités comme Gresham Banque Privée, comme Apicil Asset Management, comme des startups aussi comme Nalo, qui sont des startups qui tournent autour de l'épargne des particuliers. Et puis, on a
un domaine d'activité stratégique qui est historique, qui est la retraite obligatoire avec Agir Carco, donc Apsil Agir Carco. Et enfin, le dernier domaine d'activité stratégique qui est un domaine d'activité tourné autour des services. Et là, on va trouver ou des services qui sont dédiés à l'écosystème de l'assurance, hein, donc par exemple des entités comme Actil qui va gérer le tiers payant pour d'autres assureurs que Apicil, ou des entités, la dernière année, c'est Gento qui est en fait une plateforme, une usine de gestion pour les autres les autres assureurs, dont Apicil. Et puis des startups aussi comme Liberlo par exemple, qui est une startup qui est née au sein d'Apicil et qui est un peu le Liberlo pardon, qui est le Doctolib de la médecine douce. D'accord. Ou encore Blunia qui travaille autour des tous les services à la personne avec de la téléassistance notamment, téléalarme, etc. Voilà. Donc en fait, c'est des activités qui sont très très diverses. Oui, complètement. Mais qui sont très complémentaires les unes avec les autres et avec ce point commun qui accompagne la personne. On n'assure pas du tout les biens. On n'est pas du tout sur d'IARD, on est vraiment sur la personne et de l'accompagner tout au long de sa vie. Tout à fait. Et alors, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans les entreprises d'assurance au sens large, c'est que ça mêle des réalités, alors tu viens d'en parler, en termes d'activités très différentes, avec des produits qui sont souvent très différents, et aussi des métiers et des profils extrêmement différents, puisqu'il y a, tu vas avoir des actuaires, des contrôleurs de gestion, des directions comptables, il y a énormément de reporting à produire, etc. dans cette activité-là, comme tu vas avoir des gens qui construisent les produits, tu vas avoir des gens qui les commercialisent, et tu as vraiment une culture back et une culture front dans certaines boîtes qui est très prononcée. Et toi, je sais justement que tu travailles cette culture client de manière transverse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour donner une culture client à quelqu'un qui ne parle pas à un client une seule fois, probablement, dans tout son parcours en assurance? Alors, c'est une super question. Alors, effectivement, on voulait pas faire de distinction entre le front et le back. C'est important pour nous que tout le monde soit tourné vers le client et tout le monde partage cette même culture client, donc de la relation proche et attentionnée. Au départ, on a vraiment, quand on a lancé un dispositif, on l'a lancé sur l'ensemble des fonctions, l'ensemble des entités. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait une mesure, en fait, parce que c'est bien pour parler justement à certaines fonctions en back-office qui sont très dans le reporting, les chiffres, etc. Donc, ça permet de factualiser les choses. Donc, on a fait une mesure pour savoir où on était dans l'orientation client dans chaque entité. Et donc, on a interrogé tous les collaborateurs pour leur demander comment ils percevaient leur entité, donc leur employeur, en matière de culture client, d'orientation client. Donc, est-ce que l'entreprise est orientée client? Est-ce que les décisions sont prises en fonction du client? Est-ce que la direction porte la voix du client? Est-ce que la stratégie est orientée client? Donc, ça, c'était une première mesure. Donc, ça donne un score d'orientation client qu'on appelle organisation, donc qui est lié vraiment à la structure. Et puis ensuite, il y a un temps 2 dans cette étude où cette fois, on interroge les collaborateurs sur eux-mêmes pour savoir si eux-mêmes sont orientés clients. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette mesure, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est spontanée et une partie qui est un peu réfléchie. Donc, ça permet d'avoir un score d'orientation qui ne peut pas être biaisé puisqu'il y a des modalités pour répondre à ce questionnaire. Et en fait, on va chercher vraiment l'orientation profonde. Donc, on peut pas trop tricher. Et ça nous permet de voir collectivement comment nos collaborateurs sont orientés face aux clients. Et donc, ça nous permet de comparer nos entités entre elles, donc les différentes entreprises qui composent le groupe, mais aussi de se comparer à un benchmark marché sectoriel pour voir où on en est. Et c'est quoi le cadre de référence? Qu'est-ce que ça veut dire être orienté client chez vous? Parce que ça peut être quelque chose d'assez incantatoire, quoi. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es orienté client? Peut te dire oui, mais c'est comme quand nous on parle des valeurs d'une entreprise, etc. Si je prends, si on avait une valeur qui était l'orientation client ou l'excellence ou etc., je prends 5 personnes dans une entreprise, je leur demande tu mets quoi derrière, je peux avoir 5 réalités très diverses. Donc comment est-ce que vous avez défini ce que ça voulait dire, justement pour être en capacité de le mesurer? Alors, justement, dans la mesure, en fait, on leur demande pas comme ça de manière brutale. Voilà. Et donc, il y a plein de façons d'y arriver. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être orienté client? Ça veut dire rechercher la satisfaction client avant tout. D'accord. Et nous, ce qu'on recherche chez nos collaborateurs, c'est le fait qu'ils soient capables, à un moment, de faire un pas de côté pour penser client. C'est-à-dire se mettre tout le temps à la place du client et faire pousser des petites antennes clients sur la tête de nos collaborateurs. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, j'observe quand je suis client quelles sont mes attentes, mais du coup, quand je suis côté
entreprise, je sais me mettre à la place du client pour prendre des décisions et pour lui répondre, voilà. Et donc, en fait, ça te permet de savoir 2 choses. Est-ce que le collaborateur est spontanément orienté client? C'est-à-dire que spontanément, il pense à la sélection client. Et aussi, où est-ce qu'il en est de manière réfléchie? C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont extrêmement orientés client, spontanément, mais qui, dans le cadre de l'entreprise, vont avoir d'autres priorités. Donc, en fait, c'est la priorité être orienté client, ça veut dire avoir comme première priorité le client et pas, par exemple, la rentabilité, la performance, etc. Ce qui sont aussi des valeurs et l'entreprise, elle est là aussi pour performer. Mais c'est d'avoir en tête en premier le client. Et l'autre question que je me posais, c'est c'était quoi la genèse de ça? Qu'est-ce que ça permet de faire ça? Ouais. Alors, on est sur un marché extrêmement compétitif, concurrentiel, pardon. On vend des produits qui ne sont finalement pas très palpables. On est sur du service, donc on sait que la différenciation se fait par la qualité de la relation, par la qualité du service apporté au client. Donc, il y avait vraiment une décision de notre direction générale de porter ça et de vraiment en faire un pilier du plan stratégique pour en faire un pilier de différenciation. Donc ça, honnêtement, ça aide après dans le travail de tous les jours. C'est quand même, ça part tout en haut. Ensuite, on a fait cette étude, donc cette mesure. Donc ça permet aussi d'avoir finalement un point de départ et un point d'horizon et de factualiser par rapport au marché. Et voilà, donc ça permet aussi c'est plus facile après pour parler en fait aux collaborateurs et puis aux différents acteurs de l'entreprise, aux parties prenantes. Ensuite, j'ai eu de la chance parce que le Comex s'est prêté au jeu et donc a fait lui-même le test à titre individuel. A eu parfois aussi quelques surprises et a eu l'honnêteté de partager en fait ses résultats et voilà, donc il y avait quand même un aspect d'exemplarité et derrière cette mesure, tout de suite derrière, en fait, ce que ça permet de faire, c'est de faire des plans d'action, mais qui sont en fait basés sur vraiment des axes d'amélioration. On voit tout de suite les points forts, les points faibles et de l'organisation et de la culture, des collaborateurs. Donc ça permet d'avoir des plans d'action spécifiques à chaque entité et pas des plans d'action généraux. Voilà. Donc après, chaque entité a fait son plan d'action. Et on s'est permis d'une remesure. Et donc 2 ans après, on a gagné 8 points, ce qui est assez, a priori, assez exceptionnel. Et on voit bien qu'il y a plein de choses qui se sont transformées. Je vais vous donner je suis pas tout à fait dans l'ordre, pardon, je repense à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais une action, par exemple, qui a bien marché, ça a été de mettre en contact des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en contact avec des clients, de les mettre au contact des clients en demandant à toutes les fonctions de back-office d'appeler au moins un client. Ça n'a pas été facile à mettre en œuvre parce qu'il y a une vraie crainte en fait au départ. Il y a des réticences, et en fait ces fonctions-là, elles ont été difficiles finalement à convaincre au début. Mais une fois qu'elles ont été convaincues et qu'elles ont touché du doigt en fait cette relation, c'est finalement les meilleurs ambassadeurs. Donc on a mis des actuaires, des comptables derrière le téléphone. Notre DG a aussi fait ça, il a aussi appelé des clients. Et on s'aperçoit que quand on appelle des clients, globalement ils sont plutôt super sympas. D'abord ils sont surpris de l'appel et puis finalement ça se passe plutôt très bien. Et c'était une façon de rapprocher les fonctions de back office du contact avec le client. Et c'était important pour nous. Et justement, sur cet aspect plan d'action, quand on a des réalités extrêmement diverses, comment est-ce qu'on fait pour avoir un plan d'action que les équipes aient envie de mettre en œuvre, au sens où on peut souvent avoir le problème à vouloir calquer quelque chose, des bonnes pratiques d'expérience client sur des activités très diverses. Le côté top-down peut faire que c'est hors sol, qu'il n'y a pas d'adhésion, etc. Comment est-ce que vous avez fait émerger ces plans d'action et fait en sorte qu'il y ait une adhésion derrière? Alors, à mon avis, le secret, il tient sur 2 choses. Effectivement, le top-down, ça ne marche pas. En revanche, ça permet de donner l'impulsion et à un moment quand même de motiver un peu à faire. Donc, ça aide quand même quand le DG dit « il faut faire ». Faut quand même être honnête. Et ensuite, on a recherché au contraire du pragmatisme en partant du terrain. Et donc,
une action commune, par exemple, à l'ensemble du groupe, parce que donc chaque entité, vous avez compris, avait son propre plan d'action, mais parmi les actions communes, on a déroulé la fresque du client dans quasiment toutes les entités. Alors, c'est quoi la fresque du client ? Alors, c'est un peu comme la fresque du climat, Oui. c'est le même dispositif intellectuel, en fait, de comprendre les causes à effet, en fait, entre les différents épiphénomènes dans l'entreprise. Et du coup, comment on génère la satisfaction, comment elle génère du réachat, de la recommandation, etc. Ou à l'inverse, comment une insatisfaction peut générer finalement pour l'entreprise de la perte. Donc c'est le même système, des cartes, etc. Surtout, ce qui est sympa, c'est que ça permet de faire des mini team building dans les équipes. Ça permet, donc on fait ça par équipe, et ça permet finalement de rassembler des gens, des collaborateurs pendant 1 heure et demie autour de la problématique client, et d'échanger et de parler du client. C'est ça qui est important, y compris s'ils en sont éloignés parce qu'ils sont par exemple au service comptabilité. Donc on a fait ça, on a même fait des marathons de la fresque. Donc des fois sur une journée, on passait plus de 100 collaborateurs en faisant des petits groupes. Donc ça, c'était assez sympa, et ça crée une dynamique, et puis les gens en parlent, et puis ça sort les gens en fait de leur quotidien. Donc ça, c'est une opération qui a bien marché. Et puis la deuxième action commune un peu à tout le monde, ça a été le rituel tous clients. Là, on a créé un kit qu'on a mis à disposition des équipes, qui peut être animé par le manager ou pas, et c'est ça qui est intéressant, le ou pas. Et en fait, on demande aux équipes de se réunir et de réfléchir à ce qui va bien, leur top client, et aussi ce qui dysfonctionne. Donc les petits cailloux qu'on a au fond de la chaussure qui font un petit peu mal, mais qui n'empêchent pas de marcher, mais qui font qu'au quotidien, finalement, il y a un truc qui dysfonctionne dans l'équipe. Donc ça peut être du fonctionnement, simplement. Parce que finalement, pour des équipes de back-office, un dysfonctionnement dans l'équipe va avoir finalement des conséquences sur le client. Donc, on appelait ça les top flops. Et donc, ce qu'on leur demandait, c'est de remonter d'identifier ces flops, et surtout de trouver des moyens de les corriger entre eux et à leurs mains. Alors, parce que sinon, les flops, c'est toujours le système d'information qui... Voilà, donc l'idée, c'était pas d'aller chercher des gros sujets. Avec un nouvel outil, plein d'argent, etc., on peut faire un truc super. Voilà, et donc là, c'est vraiment du pragmatisme, c'est finalement... et de la frugalité, comment sur des petits cailloux j'arrive à les corriger. Et pour lancer cette dynamique, c'est pour ça que je disais qu'il faut quand même donc ça part bien du bas, et c'est bien du terrain, etc. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance, une stimulation qui vienne du haut. Donc on en a créé finalement un challenge autour de ça. Les équipes remontaient leur meilleur top flop, leur top ou leur flop corrigé devenu des tops à leur codir. Chaque codir des entités choisissait 2 à 3 top flops qui leur semblaient emblématiques, les remontait au niveau transverse, et comme ça, on a réuni plus de 45 top flops. Ensuite, on a réuni un jury avec des ambassadeurs de la culture client interne, des experts de la relation client externes qui sont venus aussi choisir les meilleurs. Et puis, de fil en aiguille, on a élu les 4 top flops de l'année pour l'ensemble du groupe, avec une chouette cérémonie, avec l'ensemble du COMEX, etc. Ce qui crée une vraie reconnaissance pour les collaborateurs, et ce qui surtout permet de mettre en lumière des initiatives individuelles ou collectives qui nourrissent bien sûr la satisfaction client, mais surtout qui nourrissent l'autonomie et la responsabilité pour la satisfaction client. Et c'est ça vraiment qu'on va chercher et qui nous intéresse. C'est des initiatives qui, par exemple, permettent de faire un pas de côté et de réinterroger, par exemple, des process. Et par exemple, moi, il y a un de mes top flop préférés qui a gagné. C'est quelqu'un qui a remis en cause un process en disant le process il prévoit pas de faire comme ça, mais moi j'ai compris que pour mon client c'était pas la bonne solution, c'était pas important, et donc j'ai fait un pas de côté et j'ai fait autrement. Et du coup, ensuite de ça, on a changé le process. Et c'est intéressant parce que du coup c'est courageux pour un collaborateur d'un centre de gestion finalement de faire ce pas de côté, et c'est vraiment ce qu'on cherche en fait. Et je rebondis là-dessus, ce que j'entends là-dedans, c'est que ça demande aussi, à la fois pour prendre ce genre d'initiative et pour prendre des décisions en autonomie, notamment quand on est face à un client. Et je comprends la réticence de certains qui l'ont jamais fait à appeler un client, ça fait peur, puis on est seul avec son besoin de réagir vite à quelqu'un qui nous parle. Donc, comment est-ce qu'on crée aussi les conditions
presque de sécurité psychologique pour permettre aux gens de se sentir assez autonomes et pour avoir le droit de se dire en fait je vais bêter le process parce que je pense qu'il va pas dans le bon sens pour mon client qui est là avec moi, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a un filet de sécurité, il faut créer de la confiance. Mm. Il faut aussi beaucoup communiquer sur justement cette satisfaction client, ce qu'on recherche, parce que satisfaire un client ou créer une expérience positive, c'est pas forcément dire oui à tout. Mhm. Et il y a aussi des réalités économiques, il y a aussi des contrats. Enfin, voilà. J'allais souscrire chez Apicil pour demander des réducs là. Voilà. Mais c'est être à l'écoute. C'est entendre ce que dit le client et c'est surtout lui apporter une réponse. Et c'est ça qui est le plus important. Mm. Et d'ailleurs, quand on a mis les gens au téléphone avec des clients, on se rend compte que quand finalement on considère le client en l'écoutant ou même en prenant contact avec lui, déjà ça crée de la satisfaction. Donc c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, parce qu'on a 4, donc notre promesse client, c'est par une relation proche et attentionnée. Et en fait, on a décliné cette promesse en 4 engagements. Et donc, la simplicité, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire, surtout dans des structures comme les nôtres, quand on tombe dans des dédales administratifs. Donc, essayer, autant que faire se peut, de faire des process simples, mais aussi d'avoir un langage simple et clair. La fiabilité. Donc, on nous paye quand même pour servir des prestations, pour placer de l'épargne, etc. Donc, la fiabilité, ça paraît quand même être la base aussi. Et ensuite, l'accompagnement et la considération. Et c'est vraiment les 4 engagements sur lesquels on essaye de travailler. Accompagnement et considération, on est vraiment dans plutôt des aspects émotionnels et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et par exemple, ça passe, je vais vous donner un exemple, on n'a pas de script de réponse sur notre plateforme téléphonique. Ça, c'est volontaire en fait, parce qu'on veut pas des gens qui répètent des scripts tout faits. On veut justement garder ce contact humain, cette chaleur humaine en fait, ce qui fait un peu le supplément d'âme. Et donc, il y a bien sûr des choses qui sont rédigées, mais de manière très légère pour laisser à chaque collaborateur finalement sa présence, sa personnalité pour répondre aux clients. Oui, ce qui évite de le déshumaniser complètement en lui disant tu lis le script. Et justement, ça m'amène sur un sujet. On parle souvent à ce micro de symétrie des attentions, dans le sens prends soin de tes collaborateurs et prends soin de tes clients. Est-ce que, à l'inverse, le fait d'avoir travaillé de manière assez structurée, pour le coup, sur cette raison d'être, cette promesse client, le fait qu'elle soit déclinée sur des principes qui pourraient être des valeurs entreprises ailleurs, est-ce que ce changement-là, le fait d'avoir insuffler cette culture client, ça a aussi eu des impacts en interne en miroir, en fait, sur l'engagement, la motivation et les modes de fonctionnement que vous pouvez avoir en interne. Oui. Alors, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup avec la RH. Je vous ai parlé tout à l'heure du rituel tous clients. Il a été vraiment travaillé avec la RH, parce que quand on va chercher l'autonomie, la responsabilité, on est dans les soft skills, donc on est vraiment sur un volet RH. Donc, on travaille ça ensemble. On a aussi un référentiel managérial chez Apicil, fondé sur cette valeur. Et en miroir, on a le même référentiel pour les collaborateurs. D'accord. Donc, l'autonomie et la responsabilité, ça fait partie de ce référentiel. Donc, c'est vraiment travaillé, en fait, de manière croisée avec la RH. On évalue aussi, on a ajouté dans les entretiens annuels des collaborateurs une appréciation sur la partie, enfin une appréciation, un temps d'échange sur la partie justement connexion client. Pour tous, peu importe leur... Okay. Ouais. Donc du coup, ça fait vraiment le lien. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de la mesure. En fait, on mesure donc la perception des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise, finalement les collaborateurs eux-mêmes. On interroge aussi les collaborateurs sur la perception qu'ils ont de l'orientation client de leur manager. Et maintenant, on fait aussi en miroir, on interroge les clients, toujours sur cette même mesure, sur la perception qu'ils ont du groupe, sur cette relation proche et attentionnée. Donc, on maille en fait l'ensemble, et du coup, ça nous donne l'interne et aussi l'externe. Et alors, est-ce qu'on voit une corrélation dans les différents indicateurs ? Alors, l'indicateur sur l'externe, il est tout nouveau, on est en train de le développer. On a, du coup, si vous voulez, je pars sur cet indicateur. On vient de développer aussi un autre indicateur, qui est un indicateur de relation proche et attentionnée. Okay. Donc, on interroge nos clients pour savoir justement comment ils perçoivent, s'ils perçoivent cette relation proche et attentionnée. Donc, on a différentes façons de le calculer. Et par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une corrélation directe entre
le score de relation proche attentionné et le NPS, Bien sûr. donc la capacité à recommander le groupe ou pas, et la SAT. Les 3 indicateurs deviennent nos 3 indicateurs principaux KPI pour suivre d'un point de vue stratégique, et on voit que les 3 sont liés. C'est hyper intéressant parce que pour le coup, ça opérationnalise aussi beaucoup la raison d'être, ce qui est rarement le cas de ce que je peux voir sur des sujets aussi directement liés au client, à l'expérience client, et c'est assez rare même qu'on ose, entre guillemets, aller embêter le client avec ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'aller jusque-là, justement, dans la mise en œuvre de cette raison d'être-là? Et comment est-ce qu'on fait pour le faire aussi sur des activités très, 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 très différentes? Je pense, vous parliez de Nalo, etc. Enfin, on est vraiment sur de la start-up avec une marque propre. On arrive quand même à diffuser cette raison d'être auprès des clients de toutes ces entités-là. Oui, alors en tout cas, c'est ce qu'on essaye. Ouais, oui, C'est encore... j'imagine que c'est un travail en cours, bien sûr, mais... complètement homogène, mais alors déjà la place du client, c'est je crois que c'est le 4e, on va commencer un nouveau plan stratégique, et donc ça doit être le 4e plan stratégique où le client est au cœur du plan. Donc c'est aussi un long processus. Le fait de l'avoir inscrit dans la raison d'être, c'est sûr que du coup ça change tout en fait, parce que, enfin, du coup je vais parler à titre personnel, il y a pas besoin de se battre en fait pour ça, en fait ça fait partie de l'ADN du groupe. Donc ça, c'est voilà, c'est à titre personnel, c'est quand même confortable d'avoir cette place-là, parce que finalement, ça, c'est quand même très aidant. Et oui, il y a une vraie volonté que ce soit... en fait, les entités du groupe sont très autonomes sur la façon dont elles opèrent leur métier. Elles opèrent vraiment chacune sur leur terrain, leur métier. Elles ont chacune leur propre direction, etc. Donc, elles sont très peu encadrées, contraintes, etc. En revanche, sur cet aspect-là, on veut vraiment que ce soit homogène partout et qu'on ressente ça partout. Donc, la mesure dont je vous parle, là, le RPA, ce score, on va l'appliquer, on est en cours de déploiement sur toutes les cibles de toutes les entités. Donc, ça veut dire sur des cibles des personnes physiques, donc des particuliers, sur des entreprises, quand on est sur des modèles, voilà, sur des courtiers, des partenaires, des CGPI, donc nos distributeurs quelque part, et puis aussi sur des partenaires institutionnels, comme par exemple des banques, d'autres assureurs, etc. Donc en fait, toutes les entités auront les mêmes KPI, c'est ce même KPI, sur des segments différents, mais voilà. Y compris pour les distributeurs. Oui. C'est déjà fait sur les distributeurs. Bah justement, parce que pour le coup, c'est encore une autre problématique que sur des collaborateurs ou des entités, au sens où, j'imagine qu'ils distribuent les produits Apicil et d'autres produits, ce qui est un peu le principe des courtiers. Comment on fait pour leur demander d'incarner une expérience client alors qu'ils sont indépendants? Alors, pardon, on leur demande pas d'incarner en fait la relation proche attentionnée, on leur demande s'ils ont bien ce sentiment-là vis-à-vis de leur interlocuteur. D'accord. Est-ce que pour eux, voilà. C'est pas eux vis-à-vis de leurs clients. Okay. Ouais. Donc par exemple en Santé Prév, c'est Veralti qui anime le réseau de courtage. Donc on a ou par exemple sur les GPI, on est avec One Life ou Intential, et on a demandé aux distributeurs, enfin donc aux partenaires de ces 3 entités, cette question-là, est-ce qu'ils ont le sentiment d'être dans une relation proche attentionnée? C'est pas tout à fait posé comme ça, mais voilà. Et en tout cas, le questionnaire est commun à toutes ces entités. C'est intéressant ce choix de la relation proche et attentionnée, quand on sait que sur certaines activités d'assurance, je pense à la prévoyance par exemple, quand il y a un sinistre, c'est vraiment, quand on parle de sinistre dans le vocabulaire assurantiel, dans la réalité, c'est un décès ou des moments de vie très difficiles et très marquants, qui sont globalement la seule interaction qu'on a avec son assureur sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on accompagne ça en tant qu'assureur qui veut avoir une relation proche et attentionnée et qui intervient sur des moments extrêmement complexes de la vie de ses assurés parfois? C'est d'autant plus important que justement on est sur des moments très très liés à l'émotion. Donc ça veut dire aussi que les gens qui répondent, les gens qui vont être à l'écoute, faut qu'ils développent cette capacité à gérer les émotions encore plus fort. Tout à l'heure, on a parlé d'une structure qui s'appelle Blue Linea, sur lesquelles il y a un plateau de téléphone qui est ouvert H24, puisqu'en fait, c'est des gens qui répondent, vous savez, au beeper que les personnes âgées, des fois, ont chez elles, en cas de chute, en cas de problème, etc. Donc, c'est des plateaux sur lesquels, en fait, on est en contact même des fois avec
on peut le dire, avec la mort en direct. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, et nos collaborateurs, ils doivent apprendre à gérer l'angoisse de la personne qui est à l'autre bout du fil, l'angoisse des familles qui n'arrivent pas à joindre, par exemple, leurs proches. Donc, ça demande, oui, et à la fois beaucoup d'empathie et aussi beaucoup de professionnalisme. Donc, sur des plateaux comme ça, c'est chargé en émotions. Sur la prévoyance, c'est pareil, on parlait des décès, mais effectivement, du coup, c'est pas le défunt qui nous contacte, mais c'est la famille. Donc, c'est dans des moments de vie très compliqués. Et donc, voilà, ça demande voilà, de former les collaborateurs en fait à la gestion des émotions. Et c'est cette intelligence émotionnelle qui est la plus intéressante. Effectivement, et ça demande aussi, encore une fois, on parlait de l'autonomie, de la formation, etc., etc. Ça demande quand même d'avoir aussi une culture à ce niveau-là, dans la culture collaborateur et pas juste la culture client, qui est très développée dans cette mise en action de la raison d'être et dans les valeurs que ça porte. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour réussir à faire vivre aussi cette culture en interne et à faire comprendre à chacun ce que c'est qu'une relation aussi proche et attentionnée, y compris au sein des équipes et dans les relations entre les collaborateurs, parce que c'est là le premier endroit où on va le mettre en œuvre. Alors, quand un collaborateur arrive dans l'entreprise, il y a toute une phase d'onboarding, justement, qui est préparée. Tout à l'heure, on parlait de la RH, mais avec la DRH. Donc, il y a aussi toute une formation sur la culturation groupe, les métiers, etc. Donc, il y a beaucoup de temps de formation et d'énergie qui sont consacrés à ça. Pour toutes les personnes qui arrivent dans le groupe, il y a aussi, du coup, notre direction qui intervient justement pour faire comprendre tout ça. Et on a aussi des modules de formation à l'orientation client. Okay. Donc, tous les managers ont une formation qui dure 5 à 6 semaines. Alors, c'est pas continu, hein, c'est du e-learning, c'est du picking. Donc, eux, ils passent je vous ai pas dit ça, ils font un autre test. D'accord. Ah. Tout à l'heure, en fait, je vous ai dit qu'on calculait l'orientation des collaborateurs, mais en fait, on leur restitue pas de manière individuelle, c'est collectif pour chaque entité. Et là, pour les managers, c'est vraiment, on reçoit son test personnel. Donc, moi, comment je suis, orientée client de manière spontanée et réfléchie. Et en fonction de ces résultats, il y a une formation qui leur est dispensée. Donc, qui est animée par quelqu'un de notre direction, parce que en tant que success manager, quoi, qu'il fallait les chercher, les relancer, etc., pour qu'ils fassent tous leurs modules. Donc, tous les managers passent par ce cycle-là. Et ce cycle, il est aussi proposé à l'ensemble des collaborateurs sur un temps un peu plus court de 2 semaines. Et là, c'est les managers qui inscrivent de manière spontanée ou volontaire leurs équipes. Donc, tous les collaborateurs n'y sont pas passés. Mais voilà, ça aide aussi à entretenir et sensibiliser, comprendre voilà ce que c'est que la culture client et ce qu'on essaye de faire en fait, créer ces nouveaux comportements. Oui, complètement. Et après, on est aussi au début de l'aventure, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça a été mis en place il y a 2 ans. Puisque là, on vient de faire la 2e mesure. Donc là, on est en train de construire la suite pour voir comment, justement, je vous ai dit qu'on avait gagné 8 points. Comment on fait pour gagner encore, pour devenir encore meilleur et puis pour garder aussi un certain niveau et pour faire en sorte que les entités nouvelles qui nous rejoignent, rejoignent voilà, ce mouvement, en fait. Et justement, je rebondis là-dessus, c'est ce que j'avais en tête sur le secteur de l'assurance, encore plus dans sa partie mutualiste, il y a quand même une énorme concentration de ce marché-là. Ça fusionne et ça se rachète, entre guillemets, dans tous les sens. Ce qui implique aussi que quand on veut avoir une culture homogène, qu'elle soit client ou non, d'ailleurs, hein, il faut quand même intégrer une entité qui vient avec sa culture, ses process, ses pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à ce que la greffe prenne et sans on peut pas être trop radical, j'imagine, encore une fois, dans le top-down, et maintenant tu changes toute ta manière de bosser, ça ne marchera pas. De ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne sur ce process d'intégration ? Eh bien, sur les nouvelles entités qui nous ont rejoints, au contraire, elles avaient une culture client qui était encore plus forte que les entités historiques. Vous avez bien choisi. Ben oui, et c'est parce que c'est souvent des structures qui sont un peu plus petites. Donc, il y a rien à faire quand même. Plus on est gros, plus on s'éloigne un peu du client. Hein. Enfin, c'est quand même une réalité. Quand on bosse dans une start-up, on parlait de Nalo tout à l'heure. Voilà, en fait, les clients, on n'a pas un stock de clients, faut aller les chercher. Donc, vraiment,
toutes les structures qui nous ont rejoints dernièrement, je pense par exemple aussi au groupe Gielo, j'en ai pas parlé tout à l'heure, qui est lui spécialisé dans tout ce qui est accompagnement des DRH sur la qualité de vie au travail. Ils ont déjà des scores d'orientation client qui sont très très forts. L'idée, c'est pas d'homogénéiser tout et de tout concentrer. Chaque entité vit aussi son orientation client en fonction de son marché, de ses clients. Ce qu'on veut, c'est que cette relation proche et attentionnelle soit ressentie. Et forcément, c'est pas la même chose quand on est avec un courtier ou quand on est avec un particulier. Donc, c'est aussi laisser une marge de manœuvre à chaque entité pour qu'elle décline ça, fiabilité, accompagnement, considération, simplicité, sur son marché, sur ses clients et avec son intelligence, en fait. Voilà. Et tu parlais beaucoup du fait de travailler très étroitement avec la DRH. Cet aspect orientation client, il me fait aussi penser au sujet de comment est-ce que tu transformes cette mesure-là, ces comportements-là, etc., dans le rayonnement externe, dans la marque, la communication, le marketing, le mot que tu veux derrière, mais l'attractivité du groupe aujourd'hui. Quelle passerelle tu fais aujourd'hui entre ces deux départements parfois et ces pratiques qui sont très sur l'interne et sur le client, et d'un seul coup doivent être mises en récit pour être diffusées de manière encore plus large et attirer d'autres gens. Oui, tout est lié, tout est très imbriqué. Donc, bon, voilà, moi, ça me parle un peu le marketing parce que du coup, c'est plutôt mon fonds de commerce de départ. Donc, on se rend compte que pour insuffler cette culture, pour la faire vivre, pour l'animer, on est aussi sur des leviers qui sont proches du marketing et de la com. Tout à l'heure, je vous parlais du challenge. Ouais, c'est événementialiser les choses. On parlait de la fresque. C'est créer des team building, c'est communiquer autour. On communique aussi pas mal beaucoup sur LinkedIn. Nous, dans notre direction, on crée des petites app histoires. Donc, on essaye de prendre en fait des petits cas de la vie du quotidien en fait, et de voir en fait ce que ça nous apprend en tant que client et du coup en tant que bonne pratique. Tout ça sert à faire rayonner effectivement la marque employeur. On est aussi tout à l'heure on disait qu'on travaille beaucoup avec la DRH, on est associé à leur séminaire annuel parce que justement j'ai envie de dire client collaborateur, même combat. D'ailleurs, on parle pas de client interne en fait. Oui. Non, parce que on n'a qu'un client, c'est finalement le client final. Alors bien sûr en fonction support, on sert d'autres fonctions support qui finalement mais finalement nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le client final. C'est intéressant parce qu'effectivement je me suis posé la question tout à l'heure quand tu parlais de ce côté, les ateliers tous clients, etc. Est-ce qu'on parle de client interne ou pas, parce que ça je l'ai vécu pour le coup et ça marche pas toujours très bien, très honnêtement. C'est quelque chose que tu as essayé déjà et auquel tu as renoncé ou Non, souvent en fait ça fait partie des questions. Enfin souvent en fait on me dit mais nous on n'a pas, on n'en a pas de clients. Nos clients c'est des clients internes. Ouais. On leur dit si en fait il y a des clients parce que il y a quand même quelqu'un qui paye à la fin et mine de rien c'est le client, c'est pas la direction d'à côté. Donc voilà, donc on travaille bien pour un client. Mais c'est vraiment important de comprendre ça et justement de donner ce déclic. Je vais vous donner un autre exemple de top flop là qui est remonté dans notre challenge annuel. Une direction fait son séminaire chez un client. Bon, c'est le hasard, voilà, loue une salle, enfin bref, intervient chez un client. Le client lui remonte au passage quelques insatisfactions par rapport. Tant qu'on vous a là. Exactement. Je pense que quelques années en arrière, on aurait dit, enfin les gens auraient dit oui, ok, contacter le service client. Enfin bon, bref, on aurait un peu, voilà. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils sont revenus en interne. Ils ont organisé une rencontre entre ce client et les services concernés. Donc, ils ont fait venir le client. On l'a invité à la tour, dans notre nouvelle tour à Lyon. Et il y avait les différents services concernés. Et du coup, ça a permis de mettre le service RH de l'entreprise qui était pas contente sur 2-3 aspects, avec les services de gestion de l'autre côté. Bien sûr, tout a pu se solutionner, mais vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est des gens une direction qui n'est pas du tout en front, qui n'a pas d'objectifs commerciaux, qui n'est pas dans le SAV, a pris l'initiative d'organiser une rencontre avec un client. Et ça, je suis pas sûre qu'avant, voilà. Non, effectivement.
Voilà, je trouve ça hyper intéressant, justement. Ouais, complètement. Et ils se sont sentis responsables, en fait. Oui, bien sûr, et ça, ils passent pas à l'inverse par... Enfin, t'as pas cette muraille de Chine entre les différentes directions, t'aurais pu avoir des réactions de mécontentement aussi, donc non, effectivement, c'est dans ces exemples-là, dans ces histoires-là, que tu vois l'impact de la culture que t'as mise en place réellement. C'est pour ça aussi que je te posais la question du marketing et de la manière de le mettre en valeur, parce que c'est aussi souvent un écueil qu'on observe de... En fait, ça sert à rien d'inventer des choses. On fait des choses et c'est ces choses-là qu'il faut réussir à faire remonter. Et c'est exactement ce que tu me racontais. Quand on parle de marque employeur, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est on va comprendre ce qui se passe chez vous. Et puis c'est ça qu'on va raconter. On va pas inventer des choses parce qu'il faut plaire aux jeunes ou je sais pas qui, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est des choses très simples. Et on cherche pas des comportements héroïques ou des choses. Voilà. C'est des petits pas, c'est des choses toutes simples. Mais encore faut-il les faire. Exactement. Encore faut-il les faire. Et c'est pas toujours gagné d'avance. Bref, merci beaucoup. Tu as répondu à toutes mes questions. On arrive sur les questions traditionnelles de fin d'épisode. La première, c'est, comme je t'ai quand même beaucoup cuisiné, je voulais quand même te rendre la possibilité de faire pareil. Est-ce qu'il y a une question que tu veuilles me poser sur les sujets de culture, d'entreprise, etc. Tu peux aller sur la culture client, je pense que tu es meilleur que moi. Mais voilà, c'est open, donc... Et ben toi, justement, en tant que client, justement, qu'est-ce qui te marquerait le plus, justement, d'une marque? Quelque chose qui t'a marqué, d'ailleurs? Ouais, moi, ce qui me marque le plus, si je pense en tout cas à des expériences d'assurance, c'est la simplicité. Il y a des choses il y a des gens que tu payes, entre guillemets, des choses que tu payes pour pas avoir à y passer du temps. Et tu as envie que le jour où tu en as besoin, ça soit rapide et qu'on ne te fasse pas passer par 40 procédures de red tape, 3 cerceaux en feu et l'énigme du sphinx à la fin pour réussir à te faire rembourser ton IRM, quoi. Donc, pour le coup, c'est ça, c'est simplicité, rapidité. Et les rares fois où j'ai été bluffé par des trucs comme ça, j'ai à peine le temps d'envoyer mon devis, la feuille de soins, whatever, et je suis déjà remboursé, quoi. C'est les rares fois où je suis bluffé par ces choses-là. Après, je suis parti d'une génération qui est très digital, banque en ligne, etc. Et donc, je suis moins sensible à on m'appelle pour prendre de mes nouvelles, etc. Je suis plus pour qu'on me laisse tranquille parfois. Mais voilà, entre guillemets, c'est simple. Et en fait, on sait que faire simple, c'est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup de travail, etc. Et ça, on nous enlève de la charge mentale, quoi. Donc, ouais, ça, pour le coup, en termes de. Plus parler de simplicité dans les piliers, je suis extrêmement sensible. Eh ben, j'ai un dernier exemple dans mes rituels. Vas-y. Encore un gagnant. Là, cette fois, c'est un service informatique. Donc, c'est quand même pas en général les populations les plus orientées clients ou voilà. Et ils avaient un problème de connexion sur une page où en fait, on savait qu'il y avait des problèmes. En fait, les clients a priori ne comprenaient pas où il fallait cliquer pour le faire en cours. Et ce truc-là est traîné depuis assez longtemps. Et là, dans le cadre du rituel, ils ont pris l'initiative, donc des devs, d'appeler directement les clients pour comprendre pourquoi ils comprenaient pas. Et du coup, ça s'est solutionné très, très simplement. Alors qu'avant, ils seraient passés par le marketing qui aurait appelé... Enfin bref. Et là, ils l'ont fait directement. Tu passes par ta MOA qui appelle le marketing, qui appelle le service client, qui demande les autorisations. Donc oui, je vois assez bien. Et c'est finalement aussi très rentable pour l'entreprise. Exactement, parce que c'est une chaîne très courte. C'est rapide, quoi. C'est une chaîne courte. Les devs, ils ont compris tout de suite ce qui allait pas. Ils ont corrigé, ils ont testé, le client était content. Enfin, voilà. Donc, la chaîne en circuit court pour faire de la simplicité. Complètement. Voilà. Et ça reboucle bien sur ce qu'on se disait au début, le fait d'avoir tous les collaborateurs qui ont cette capacité à parler à un client et à le comprendre. Ça produit aussi des effets en termes de raccourcissement de boucle qui sont extrêmement intéressants. À parler au client et pas à penser à sa place. Parce que je pense que c'est le plus grand écueil, en fait. On pense souvent à la place du client. On pense qu'on sait mieux que lui. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. C'est une question traditionnelle sur ce podcast. C'est toi, quel serait le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant, justement pour, dans ton cas, construire et diffuser cette culture client aujourd'hui en partant de rien. Il a rien commencé. C'est pas par où prendre le sujet. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Eh ben moi, je commencerai par la mesure parce que c'est pas une mesure pour une mesure, mais ça permet de mettre un point de départ. Ça permet de factualiser et ça permet d'aligner tout le monde, en fait. Voilà. Et je pense que c'est vraiment la première chose. Ça permet de rationaliser les choses. Donc, la mesure et puis ensuite que lui-même y croit vraiment pour qu'il soit exemplaire. Parce que l'exemplarité de la direction et son soutien, son dynamisme, enfin, le fait de porter cette volonté-là, elle est essentielle. Je pourrais pas être plus d'accord. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.